Bonjour à toutes et à tous. Donc tout d'abord, je voudrais remercier Guillaume Blum chaleureusement donc, pour cette invitation. Je suis Emmanuel Bonnet, je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion à l'ESC Clermont, qui est une école de gestion à Clermont-Ferrand. Mon objet principal de recherche et aussi d'enseignement, ça pourrait être l'apprentissage en situation indéterminée, c'est-à-dire une situation dans laquelle personne ne sait vraiment ce qu'il doit faire, ce qu'il doit apprendre, une situation qui est troublée. Et depuis un peu plus de 2 ans maintenant, je participe aux activités de recherche d'Origins Media Lab sur la question des organisations dans cette transition-là qui est la transition anthropocénique. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation dans l'anthropocène? Donc je ne suis pas designer, je ne suis pas vraiment non plus un expert en design, mais je m'intéresse au design comme objet d'enquête, comme je m'intéresse aux organisations comme objet d'enquête dans l'anthropocène. Donc la question que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est quel est l'avenir du design dans l'anthropocène? Et je propose un titre un peu énigmatique, en effet, qui est Déprojeter le monde. Alors pourquoi déprojeter le monde? C'est l'objet de cette présentation, donc je ne vais pas vous le dire tout de suite. En résumé, je questionne un fond commun entre le design et le management. Je considère qu'aujourd'hui, il y a un lien fort entre le design et le management et qui repose sur un présupposé important qui est que nous vivons dans un monde organisé. Donc Alexandre d'ailleurs a pu aborder cette question dans son exposé, donc je ne vais pas forcément tout reprendre. Pour le dire très vite ou le rappeler, c'est un monde qui est fait d'organisation et qui cherche, dans lequel finalement les acteurs qui sont dans ces organisations cherchent à résoudre des problèmes, tout simplement. Or les problèmes qui émergent dans ce qu'on appelle nous la transition anthropocénique, ils sont considérés par ces acteurs comme étant des problèmes épineux, vicieux, particulièrement insolubles, reliés à d'autres problèmes. Et face à ce caractère insoluble, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de forcer le possible. C'est l'attitude, à mon avis, commune au management et au design, selon cette approche dominante que je vais critiquer dans cet exposé. Donc forcer le possible, multiplier les futurs désirables, et aussi rendre le monde habitable. Il y a Alain Findeli notamment qui définit le design et la recherche en design comme une sorte de quête pour rendre le monde habitable. Et c'est particulièrement frappant dans un contexte marqué par les bouleversements écologiques que nous connaissons. Donc du coup, c'est une sacrée responsabilité pour le designer qui doit rendre le monde habitable. Alors ce monde est aussi le monde du projet, et le paradoxe que je vais soulever dans cette présentation, c'est que ce monde organisé, qui est aussi le monde du projet, c'est en fait une perte du monde. Parce que, alors pourquoi, je peux le dire un petit peu maintenant, c'est que comme les entités, les acteurs principaux de ce monde sont des organisations, on voit bien qu'on a une vision extrêmement réductrice de ce que c'est que le monde. Il y a peut-être d'autres choses que des acteurs organisationnels, et peut-être même d'autres possibles que ceux qui sont pensés sous l'angle d'un projet de design ou sous l'angle d'une organisation. Donc c'est un monde qui est assez restreint, dont les humains deviennent les principaux organisateurs et designers. Et c'est cette proposition-là, dominante, que je considère comme dominante, que je vais critiquer dans cette présentation, et pour vous proposer finalement de déprojeter le monde. Donc l'Anthropocène remet en question ces présupposés, et nous demande aussi de nous dessaisir d'un ensemble de clichés qu'on va aborder juste maintenant. Et, euh, et donc j'y viens. Donc on a un problème. Ça c'est une phrase qu'on trouve notamment dans une petite vidéo que vous avez vue normalement dans la présentation d'Alexandre. Je vous propose de la revoir. Elle dure qu'une minute parce qu'elle est importante pour illustrer notre question. Alors, si ça veut bien fonctionner, évidemment. We have got a problem. A few problems, actually. We're overproducing, Overcrowding, and overheating. We've got aging roadways, aging power grids, aging everything. Kind of bumming me out, Clive Owen. No, wait, gets worse. We also have the age-old problem of bias in the workplace. Really? Never heard of it. Seriously, it's all over the I've news. heard of it. The question is, who's going to fix all of this? An actor? Probably not. But you know who can solve it?
Business. That's right. The best run businesses can make the world run better because solving big problems is what business does best. And doing good is just good business. Sorry. So let's grow more food with less water and make healthcare more healthy. It's okay. I'll play the doctor. What do we got here? Let's take on the wage gap, the opportunity gap, the achievement gap. Together we can tackle every elephant in the room and save the rhino while we're at it. Because whatever the problem, business can help. And I know who can help them do it. Voilà. Alors, bon, évidemment, ce qui saute aux yeux lorsqu'on voit cette courte vidéo, c'est presque le caractère sympathique, caricatural, volontairement caricatural, mais ce que je vais vous montrer, en fait, c'est tenter de vous montrer plutôt, c'est qu'en fait, c'est pas si caricatural que ça. Je crois qu'il y a vraiment des présupposés qui sont assez communs d'ailleurs au management et au design que je vais vous proposer de critiquer. Alors d'abord, moi j'ai dû voir cette vidéo une 50aine de fois parce que je l'utilise beaucoup dans mes présentations et dans mes cours, je la montre souvent aux étudiants. Et l'effet en fait que me fait cette vidéo est toujours le même, c'est celui-ci, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que c'est une bombe atomique. Voilà. C'est le ressenti que j'ai quand je vois cette vidéo. Au-delà de l'aspect caricatural, je vois une catastrophe nucléaire, je vois des millions de morts, enfin, voilà. Et ça peut sembler un peu bizarre, parce que, si vous voulez, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en gros, il y a une sorte d'arrogance de cette posture qui consiste à dire, quoi qu'il arrive, on va résoudre le problème. Et on va le faire à coup d'innovation. Voilà. Cette innovation soit organisationnelle, managériale, technologique, quelle que soit la nature de l'innovation intensive, accélérée, c'est quelque chose qui va permettre de résoudre les problèmes. Finalement, ce à quoi on est confronté aujourd'hui, ce sont des problèmes. Donc, bravo l'innovation. Et ça, c'est évidemment cette image de bombe atomique, c'est pour nous rappeler que les innovations, on peut avoir quelques biais pro-innovation. N'oublions pas que les innovations ne sont pas toujours positives et n'améliorent pas forcément la vie humaine. Donc les trois présupposés qui sont présents selon moi dans cette vidéo, c'est trois présupposés auxquels le design pourrait renoncer pour faire du design dans l'anthropocène. Donc le premier présupposé, c'est assez présent dans la vidéo, c'est qu'on est dans un monde qui est fait d'organisation. Toutes les entités qui constituent le monde sont des entreprises. On pourrait dire même par extension, alors des organisations qui sont des entreprises, mais qui peuvent être aussi dans le secteur public, des institutions, et quels que soient les phénomènes qui apparaissent dans ce monde, ils sont pris, ils sont reliés finalement à ce monde organisé. Je ne pense pas que les rhinocéros se considèrent comme des acteurs organisationnels ou comme des outils de gestion, mais ils sont pris finalement dans le monde organisé. Et les entreprises ont des solutions à proposer pour sauver la vie des rhinocéros. Donc quel que soit le problème, tous les phénomènes organisationnels sont pris dans ce monde organisé. Donc ça, c'est le premier point. On peut même parler, alors ça c'est plus le tournant processuel dans l'étude des organisations, d'un devenir organisationnel. C'est-à-dire que tous ces acteurs, ces pratiques, tout ce que l'on vit, participe finalement à faire une organisation. Le deuxième présupposé, c'est ce qu'on pourrait appeler le principe de réparation. Donc, c'est plutôt dans le sillage d'un ancien chercheur qui s'appelle Rodolphe Durand. Et ce que dit Rodolphe Durand, c'est qu'il dit, bon, on est peut-être dans un monde organisé, mais souvent ce monde se désorganise. Et sous l'effet notamment des transformations qui sont liées à la globalisation, il y a une destruction, une déstructuration en quelque sorte du monde organisé. Il y a une perte de sens. C'est au cœur même du monde organisé et du management, cette destruction du sens. Et la question qui se pose de ce point de vue-là, c'est comment le management peut créer du sens dans un monde qui a de moins en moins de sens. Donc, du coup, ce que dit Rodolphe Durand, c'est que le management peut repriser le monde. C'est-à-dire que ce monde qui se désorganise, sous l'effet des transformations, etc., les organisations arrivent et peuvent repriser le monde. C'est quand même une entité extrêmement importante, l'organisation, par rapport à ce problème qui est la destruction du sens. Donc toutes nos identités socio-professionnelles, selon Rodolphe Durand, sont reliées à une organisation.
Troisième présupposé, c'est l'accélération et l'innovation intensive. C'est très très visible dans la vidéo. Tous les aspects de nos vies sont concernés, hein, vie personnelle, domestique, professionnelle. On sent quand même qu'il y a une accélération de la technologie et de l'innovation, et ça peut, selon Armand Hatchuel, justifier une inquiétude écologique. C'est-à-dire que l'accélération peut produire des déséquilibres, mais bonne nouvelle, face à l'inconnu, on peut forcer le possible. C'est-à-dire repousser les limites de la connaissance grâce à des concepts et rendre, selon Armand Hatchuel, le futur désirable face à cet inconnu. Et donc on le voit bien, les enjeux sociétaux et écologiques qui sont liés à l'intensification de l'innovation deviennent des enjeux pour les organisations, mais que sont aussi les organisations publiques, les institutions. Donc toutes les organisations finalement sont prises dans cette innovation intensive. Donc quel est le problème ? Et je dirais quel est le problème en particulier que pose l'anthropocène au design. Il y a trois manières d'aborder un problème. Il y a la manière un peu classique, mais toujours assez présente, je crois, dans les organisations, dans les entreprises, c'est les problèmes bien définis. Pendant très longtemps, il y a un modèle de la gestion de projet qui disait la première chose que vous devez faire dans un projet, c'est d'identifier un objectif mesurable. Donc on a un objectif mesurable, et tout l'enjeu, c'est l'optimisation, c'est d'atteindre de manière un peu balistique la cible qui est l'objectif. Deuxième problème, c'est le problème mal défini. C'est assez présent notamment dans l'innovation. Je pense que les designers également sont confrontés à cette deuxième caractéristique du problème qu'on pourrait appeler problème mal défini. C'est-à-dire que c'est un problème, on ne sait pas trop, il est relié aux usagers, il y a on ne sait pas trop comment le définir, il y a peut-être plusieurs solutions, l'objectif est flou. Donc l'objectif finalement, c'est pas d'être optimal, c'est de donner une réponse satisfaisante au problème. Et le troisième type de problème, c'est ce qu'on pourrait appeler les problèmes vicieux ou problèmes malicieux, les wicked problèmes. Alors ça, c'est à mon avis très intéressant pour les organisations et pour le design en particulier, face à ce qu'on pourrait appeler des problèmes dans l'anthropocène qui sont visibles dans la vidéo qu'on vient de voir. Alors, ils sont inconnus, ils sont uniques, on sent que chaque problème est relié à un autre problème et que lorsqu'on apporte une solution, on crée un nouveau problème. Donc la pollution, la pauvreté, le terrorisme sont des sortes de méga problèmes qui aujourd'hui se posent notamment dans le monde contemporain. Donc c'est ces problèmes malicieux-là qui vont m'intéresser. Il y a une approche du design qu'on appelle le design spéculatif, avec un ouvrage qui s'appelle Speculative Everything, donc de Dunn et Raby, qui est paru en 2013, qui me semble particulièrement proche de cette troisième catégorie de problèmes. Et on voit que le design, et ça c'est dit dès le début de l'ouvrage, ne vise pas du tout la résolution de problèmes. Donc vous avez le petit manifeste là sur la partie droite de la slide, avec A, B. A, c'est la version, on va dire, mainstream, classique, qu'on trouve dans le management notamment, ou dans le modèle ingéniérique. Ils disent en fait, il ne s'agit pas de résoudre des problèmes, il faut essayer de définir le problème, de prendre le problème comme une sorte d'objet un peu d'exploration. Pas du tout d'apporter des réponses, mais de poser des questions. Il y a une sorte de prise de distance un peu critique, réflexive par rapport au problème. S'émanciper aussi de l'industrie, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation au monde industriel, il n'y a pas une instrumentalisation du design par rapport au monde industriel. Les problèmes, après tout, qui émergent, sont des problèmes qui émergent pour la société. Ils se considèrent comme étant plutôt au service de la société. Donc je ne vais pas détailler l'ensemble de ce point, peut-être rappeler simplement, voilà, dans l'approche A, ils disent c'est l'innovation, dans l'approche dominante, là ce qu'il faut c'est provoquer, donc on va essayer de revenir là-dessus. Donc le design ne vise pas la résolution de problèmes, ni à trouver des solutions esthétiques, évidemment. Les problèmes vicieux nous dépassent, c'est-à-dire une sorte d'humilité du design par rapport à ce troisième type de problème. Et l'enjeu, c'est plutôt de changer nos valeurs, nos attitudes, de travailler finalement sur la réflexivité du designer par rapport à ces problèmes.
Donc pas d'optimisme prématuré face au challenge. Donc on voit bien que c'est une sorte de réponse un peu à la vidéo qu'on vient de voir. On dirait, bah non, ils ne seraient pas d'accord. Je pense que Don et Rabi ne seraient pas d'accord par rapport à la petite vidéo presque humoristique de SAP. Et face au challenge, alors il ne parle plus tellement de problèmes, il parle de challenge, comme le changement climatique, la surpopulation, bah, il faut être humble en fait. Mais plutôt que de baisser les bras, on cherche des alternatives. Et ce qu'il propose, c'est ce que je pourrais appeler, de manière un peu provisoire, une sorte de design de l'ouverture. Ce qu'ils défendent, en fait, c'est que pour aller chercher cette approche alternative, bah, il faut spéculer. Alors spéculer, c'est peut-être la traduction n'est pas bonne, on va dire fictionner. Hein. Il faut essayer de voir ce qui est encore possible dans un monde dans lequel il y a de plus en plus de choses qui sont devenues impossibles. Hein, spéculer sur la façon dont les choses pourraient être. C'est ça le design spéculatif selon Don et Rabi. Donc du coup, il faut se servir de l'imagination pour affronter justement, on voit apparaître les wicked problems, donc les problèmes épineux. Donc du coup, le design devient spéculatif, hein, le design spéculatif devient une sorte de catalyseur pour redéfinir collectivement notre rapport à la réalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, dans le spéculatif, moi je dirais, il y a quand même, alors ça n'a pas de lien avec la dimension financière, hein, mais il y a quand même l'idée de faire plus. Hein. Il y a spéculer, c'est fictionner, mais c'est redéfinir notre rapport à la réalité, mais toujours ajouter. Hein. C'est pas enlever, c'est vraiment rajouter, c'est devoir multiplier en quelque sorte les possibles, plutôt que de refermer certains possibles. Donc la façon dont le monde est fait découle de notre façon de penser. Donc on voit bien que c'est intéressant aussi comme transition pour le design, hein, qui n'est plus du tout un design uniquement industriel, etc., mais qui devient une attitude de pensée critique, réflexive. Et les idées qui se trouvent dans notre tête façonnent le monde extérieur. Donc c'est un point tout à fait intéressant, donc, qui est assez optimiste. Du coup, ils veulent pas... ils se disent pas optimistes, mais il y a quand même l'idée que nous allons, les designers, toutes les personnes qui sont engagées dans une activité de design peuvent façonner le monde extérieur. Donc face à l'Anthropocène, suffit-il de multiplier les futurs désirables, les possibles, faire des performances provocantes, puisque c'est la forme principale que prend le design spéculatif, assez proche, alors je crois qu'il considère que c'est plus une forme d'art appliqué plutôt que d'un design industriel, mais ça pourra faire l'objet d'une discussion entre nous. Mais c'est vrai qu'il y a certaines œuvres, finalement on pourrait parler d'œuvres de design spéculatif, hein, plutôt que de design au sens classique. Et l'idée, c'est voilà, de provoquer, critiquer, fictionner, etc. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que ça, c'est suffisant comme approche du design, un design de l'ouverture, un design qui ouvre encore plus de possibles dans un monde où justement de plus en plus restreint, où il y a de moins en moins de possibles. Est-ce qu'il faut faire émerger le possible? Un autre point qui me semble aussi un point commun entre le management et le design, c'est le monde comme projet. Donc ça, c'est les travaux d'Alain Findeli. Pareil, je ne vais pas m'étendre parce que Alexandre en a déjà beaucoup parlé. Selon Alain Findeli, le design doit améliorer, ou moins maintenir, l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions. Alors, ce qui est important, c'est monde, évidemment, mais c'est toutes ses dimensions. Toutes ces dimensions. Il n'y a pas un aspect du monde qui échappe, finalement, à l'activité de design dans cet exercice de maintien de l'habitabilité du monde. Physique, matériel, psychologique, cognitif, émotionnel, etc., etc., etc. On voit bien que toutes ces dimensions, c'est relié au monde humain. D'accord ? Donc le monde humain, c'est quand même le monde organisé. Donc c'est un monde dans lequel les humains sont les principes organisateurs du monde dans lequel ils vivent, ou du monde dans lequel ils se projettent, dans lequel ils vivent. Donc le monde devient un projet à réaliser, donc rien que ça, et pas seulement un objet à décrire, à comprendre. Donc le monde comme projet. Le monde finalement n'est devenu que le projet des designers, un peu comme dans la vidéo SAP, le monde était le problème à résoudre d'une organisation. Donc les designers se trouvent alors investis de problèmes insolubles. Donc ces fameux wicked problèmes, d'une sorte d'hyper-problème,
des problèmes qui sont à la limite d'être des problèmes finalement, pour lesquels il n'y a pas de solution, mais qui concernent la totalité du monde, qui devient un projet. Donc le monde organisé, c'est aussi le monde du projet. Et j'en viens en fait à ma contre-proposition, et je m'inspire pour cela donc, sur une citation d'Alessandro Mendini, qui est un designer italien bien connu, et qui dit « Au lieu de projeter, il faut déprojeter le monde ». C'est-à-dire que dans la situation dans laquelle on vit, alors c'est un court texte de 3 pages qui date de 1976, et ce que disait Mendini, c'est que en fait, le monde industriel accumulait de plus en plus de projets, d'infrastructures, d'entités, d'outils, d'artefacts. En fait, il y a trop de projets, et donc du coup, il faut déprojeter le monde. Moi, je m'en inspire seulement pour vous dire simplement que ce qui m'intéresse, c'est l'attitude du designer dans son activité de projection du monde. C'est le fait que le monde soit devenu un projet. Et c'est ça qu'il s'agit de déprojeter. C'est pas simplement faire moins de projets, c'est ne plus considérer le monde comme un projet. Donc je vous propose 3 présupposés alternatifs. Les humains ne sont pas les managers et les designers du monde. Et ça, je pense que c'est une proposition, une contre-proposition importante. C'est-à-dire qu'il va falloir décentrer ces acteurs-là que sont les managers et les designers par rapport au monde. Et ce n'est pas à eux d'imposer aux autres êtres des critères d'habitabilité. À moins de considérer que tous les autres êtres sont des acteurs organisationnels, que le rhinocéros qu'on essaie de sauver devienne un outil de gestion, qu'il ait un lien, qu'il soit pris en quelque sorte dans le monde organisé. Alors, à mon avis, c'est une vision extrêmement limitée. Un monde organisé qui se fonde sur des clichés, donc ça c'est le deuxième point, c'est que en fait, je crois que c'est pas une caricature, en fait, la vidéo de SAP, c'est un cliché. Ça véhicule une sorte de vision un peu archétypale, selon laquelle l'organisation devient l'image sensorimotrice du monde pour résoudre des problèmes. Et ces problèmes, cette vision de l'organisation comme principal moyen d'action sur le monde, c'est ce qui nous préserve de l'intolérable. Donc là, je m'appuie sur un philosophe qui est Gilles Deleuze, et qui définissait le cliché non pas comme étant une sorte d'image métaphorique, mais comme quelque chose qui nous permet de nous orienter dans la réalité, qui nous donne un moyen d'action sur la réalité. Or, croire que l'organisation, c'est l'entité qui agit dans le monde, et que le monde est un projet pour le designer, c'est de l'ordre du cliché. La fonction d'un cliché, pour Deleuze, c'est de nous protéger en quelque sorte de ce que Deleuze appelle l'intolérable, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse en quelque sorte nos capacités perceptives, cognitives, comme étant quelque chose qui nous dépasse en quelque sorte. C'est aussi ce que dit Erin Manning, une artiste et philosophe montréalaise, lorsqu'elle parle de neurotypicité. Lorsque je considère que tous les acteurs qui participent au monde, toutes les entités qui font partie du monde, sont des acteurs ou des entités organisationnelles, c'est une vision neurotypique. Je cherche à imposer à ces acteurs-là une sorte d'étiquette pour mieux m'en saisir, pour essayer de mieux contrôler ces entités. C'est ce qu'elle appelle aussi une politique identitaire globale. C'est-à-dire que cette politique identitaire globale, c'est le fait qu'aujourd'hui, les personnes, comme c'est ce que dit Rodolphe Durand dans sa vision, c'est-à-dire lorsqu'il dit que la source principale de notre identité socio-professionnelle humaine sur tous les aspects de notre vie personnelle est liée à une organisation. C'est une politique identitaire globale. Croire que c'est une organisation qui nous définit aujourd'hui, qui définit en fait tous les aspects de notre vie, c'est une politique identitaire globale qui est liée au monde organisé. Et ça, il faut vraiment s'en défaire. Le troisième point, c'est le monde comme projet. Il est limité aux activités humaines qui donnent une orientation au design. Donc finalement, la question, c'est plus comment je vais trouver ou inventer une solution qui de toute façon va générer d'autres problèmes, mais plutôt comment vais-je faire pour renoncer à projeter le monde pour mieux le retrouver. Renoncer à projeter le monde, c'est se défaire du présupposé selon lequel on vit dans un monde organisé et que le monde est un projet.
Alors pourquoi renoncer à projeter le monde, c'est mieux retrouver le monde? C'est parce que je crois que le fait de réduire le monde organisé à, à, euh, à des organisations, le fait que le monde soit plutôt relié à des entités comme des organisations, non seulement c'est un cliché, mais c'est quelque chose qui nous empêche de voir le monde. Alors, on est dans une situation un peu particulière en management et en design, selon le modèle dominant, qui est une situation qu'on pourrait qualifier d'acosmique, c'est-à-dire qu'on a perdu le monde. Alors pourquoi on a perdu le monde, hein? C'est pas qu'on l'a perdu au sens où j'ai perdu un objet, c'est qu'on ne sait plus qualifier le monde indépendamment du prisme organisationnel ou du prisme du projet. De croire que toutes les entités sont finalement des entités organisationnelles, de croire que le monde est finalement mon projet, le projet de mon action sur le monde, c'est perdre le monde. Et je m'appuie sur ce que dit un philosophe qui est Pierre Montebello, et qui dit « Nous nommons monde l'ensemble mouvant d'êtres interdépendants avec lesquels nous sommes imbriqués, que nous composons et ou que nous laissons décomposer, que nous faisons consister ou que nous livrons à la consistance. » Alors c'est une phrase un peu abstraite, mais le mot qui est important ici, c'est inconsistance. Dire que le monde est fabriqué d'organisation, dire que le monde c'est un projet, c'est inconsistant. Parce que ça ne respecte pas quelque chose qui est très important au plan ontologique et cosmologique, qui consiste à dire que le monde est fait d'entités hétérogènes, qui sont interdépendantes, mais qui ne sont pas reliées par des organisations, et qui échappent au spectre finalement du projet. Donc le monde organisé, qui est aussi le monde du projet, c'est un monde inconsistant qui provoque une acosmie, c'est-à-dire une perte de monde. Or la question que moi je pose au design, et que je vous pose aujourd'hui, c'est comment le design, si on veut penser un avenir du design dans l'Anthropocène, pour moi, le premier enjeu, c'est pas de rendre le monde habitable, c'est pas de faire du monde un projet ou de dire qu'une organisation va résoudre des problèmes. La première question qui se pose, c'est comment je vais faire pour retrouver le monde. Donc, pour conclure cette partie un petit peu théorique, la première chose, c'est ne pas forcer le possible pour innover. D'abord, on risque de se fatiguer, c'est aussi fatigant que cette minute avec ce rythme extrêmement intensif, qui est aussi intensif que l'innovation dans la petite vidéo de SAP. Mais surtout, on sait que ça va empirer la situation, que les solutions qui vont être apportées par l'innovation intensive vont générer d'autres problèmes. C'est le premier point. Et ce que je vous propose, pour sortir un peu de cette acosmie, et ça, à mon avis, c'est la première chose que pourrait faire un designer dans l'Anthropocène, c'est de se confronter au monde. Un monde qui n'est plus simplement le monde organisé, qui n'est plus seulement le monde du projet. Donc c'est un trouble. Et en effet, c'est quelque chose qui est troublant parce que ça remet en question nos clichés, la façon dont on considérait un problème, une solution, qu'on considérait l'organisation et son principal levier d'action qui est le management. Cela remet en question peut-être le design, c'est-à-dire comme projet. Et je fais donc 3 propositions. Alors la première consisterait à démanagérialiser le design. Aujourd'hui, qu'elle soit petite ou grande, je ne connais pas une seule organisation qui n'aborde pas finalement le design comme étant un outil de gestion. Le design est extrêmement présent aujourd'hui. Donc je me pose une question qui est de savoir, est-ce qu'on peut démanagérialiser? Est-ce qu'on peut se dire que le design n'est pas une approche alternative au management en poursuivant les mêmes objectifs, les mêmes problèmes, mais en mieux, parce qu'ils sont considérés comme étant là, un peu les spécialistes des wicked problèmes, c'est-à-dire de ces problèmes épineux. Alors, il faudrait mieux assumer, à mon avis, une rupture radicale et critique. Deuxième point, il faut réenraciner, resituer le design dans des situations où on trouve les acteurs vulnérables. Il faut réenraciner le design dans des situations. Ça, à mon avis, c'est le point qui est le plus important. Ça veut dire que dans la transition anthropocénique, il y a des effondrements écologiques. Et donc, je pense qu'un des enjeux pour le design, c'est de retrouver ces situations et ces acteurs. De voir ce qu'on peut faire avec ces acteurs dans une logique plutôt de co-enquête et selon une visée qui est transformative. Ça veut dire aussi
plutôt que de leur proposer des solutions, de voir dans quelle mesure le designer ne peut pas prendre part de la situation, prendre parti en quelque sorte de la situation. Et le troisième point, ce qui est en lien à mon avis avec ce que va présenter ou ce qu'a présenté Diego, c'est apprendre à fermer certains futurs plutôt que de projeter des futurs toujours possibles. Plutôt que d'en rajouter, il faudrait peut-être en enlever. Donc ça rejoint un petit peu en effet la notion des projets d'Alessandro Mendini, mais je pense que c'est un enjeu un peu plus global pour le design. Maintenant j'en viens à la troisième partie qui est l'atelier, basé sur ces présupposés, sur cette proposition alternative pour le design, avec cette question-là qui est peut-on faire du ski sans neige? Une question qui plairait à mon avis ou qui plaît déjà, à mon avis, à pas mal de managers, de designers qui disent ah ouais, ça va être une source d'innovation. Alors pourquoi sans neige? Alors c'est une question un peu bizarre peut-être pour des Québécois, mais et d'ailleurs ça serait intéressant d'en discuter. En France, on a un vrai problème avec la neige. Alors c'est le problème, peut-être pas au sens des SAP, c'est que la question se pose pour beaucoup d'activités des sports d'hiver de savoir si on peut maintenir en fait cette activité. Il y a beaucoup de stations qui ferment, donc la question c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire sans neige. Est-ce que c'est une opportunité pour innover ou est-ce qu'on fait avec le fait de ne plus avoir de neige? Donc ce workshop qui s'est tenu à l'ESC Clermont avec des étudiants consistait à voir ce que pouvait faire l'Anthropocène au sport d'hiver. Donc, en prenant au sérieux, donc là je ne vais pas reprendre ces éléments-là, les éléments donc, que je vous ai déjà présentés, et de voir finalement quelles propositions pourriez-vous faire, donc là je m'adresse plutôt à vous, sur cette base-là, hein, c'est-à-dire le fait que l'objectif n'est pas de projeter encore, de créer un nouveau possible, et de considérer ces trois situations que seraient celles des stations de ski, l'industrie textile, donc là on prend le cas de Salomon, et l'avenir des sports d'hiver, parce que finalement, dans un contexte dans lequel il y a moins en moins de neige, voire plus du tout de neige, que devient le sport même du ski. Donc on est confronté à, donc là c'est une liste un peu qui alimente un peu le diagnostic. Il y a l'Obs qui disait est-ce que le ski va disparaître en France? Carrément. Enfin, il y a 168 stations de ski fantômes. Il y en aura combien de plus dans 10 ans, dans 5 ans? Donc du coup, on prend acte du diagnostic qui consiste à dire en fait, les situations qui se trouvent associées à la neige sont extrêmement vulnérables. Est-ce qu'on organise une fuite en avant? Est-ce que, voilà, c'est un peu les questions qu'on va se poser. Une autre question, voilà, donc, qui a la manière dont Salomon en particulier, donc, qui est connu notamment pour les fixations et pour les chaussures de ski, c'est qui avait été abordé par Florian Troll, donc, qui est project leader chez Salomon, lors d'une journée biennale internationale du design qui portait sur l'Anthropocène, qui était finalement comment faire du ski sans neige. Et il est revenu en fait sur l'histoire de Salomon, et qui est faite finalement un peu d'hypercroissance, hein. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui n'a jamais cessé de grossir, même en l'absence de neige. C'est-à-dire que même lorsque la neige était de moins en moins présente, qu'est-ce qu'a fait l'entreprise? Elle s'est diversifiée. Alors là, je prends une citation, il dit voilà, plus l'entreprise se diversifie, plus elle se développe, plus elle entre dans de nouvelles zones concurrentielles et est contrainte de grossir. Donc ça, c'est vraiment la situation classique d'une entreprise. Dans l'hypercroissance, dans l'innovation intensive. L'entreprise devient une sorte de météorite que l'on essaie de contrôler. Et là, il dit, à un moment donné, Salomon a quitté la Terre. Ils sont devenus aériens, ils ont cherché une manière de se développer par d'autres moyens. Et donc ça peut être l'urbain, ça peut être les chaussures de trail, ça peut être un ensemble de choses qui finalement vont les décoller en quelque sorte de la situation il n'y a plus de neige. Et à la fin de cette présentation, il y avait une image d'une manifestation, alors, je ne sais plus dans quelle ville en France,
qui disait voilà, les calottes sont cuites, et la question qu'il posait, vous irez voir, il y a un petit lien en bas à droite, c'est, bon, aujourd'hui, on est vraiment dans une situation qui repose plus simplement sur la question du développement durable et de l'innovation, c'est que va faire Salomon face vraiment à l'Anthropocène. Et il n'a pas de réponse par rapport à ça. Troisième exemple, là c'est la Fédération française de ski qui accuse un déficit budgétaire de 300 000 euros. Alors je ne sais plus dans quelle année c'est, 2018. Pourquoi? Mais parce que s'il n'y a plus de neige, il n'y a plus de licenciés, il y a de moins en moins de licenciés. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Voilà. Comment la Fédération française de ski est-ce qu'elle doit innover dans la manière de gérer sa relation au client, ou est-ce qu'elle doit carrément reconsidérer son rapport à la neige et au ski? C'est la question que je vous pose également. Donc face à ces problèmes, hein, on a différentes attitudes qu'on pourrait qualifier de business as usual, c'est-à-dire qui maintiennent le statu quo du monde organisé, aussi présent d'ailleurs un peu dans la vidéo des SAP, bon, là qui consiste à dire bon, la solution la plus simple quand il n'y a plus de neige, hein, c'est d'en rajouter. Voilà, je rajoute de la neige. Bon, là, il n'y a plus de neige, hein, je ramène avec des hélicoptères, je vais mettre de la neige sur les pistes et tout le monde sera content. Bon, il en manque un petit peu, mais c'est pas grave. Deuxième business as usual, c'est à Dubaï, hein, c'est simple, on prend un mall, un grand supermarché et on met une station de ski artificielle. Comme ça, on continue. Hein. Là, on peut faire du ski sans neige. C'est pas la neige au sens de la neige qui tombe, mais on met de la neige artificielle et ne vous inquiétez pas, nous allons faire encore du ski pendant des siècles. Et puis même s'il y a 50 degrés dehors, on pourra continuer à faire du ski. Hein, business as usual. Donc finalement la question, et ça j'aimerais bien que ça puisse faire un peu l'objet d'une discussion entre nous la semaine prochaine, c'est est-ce qu'il faut développer les modèles d'affaires existants, hein, qui sont associés au ski, qui sont associés aux infrastructures, aux stations de ski qui ferment. Qu'est-ce que je fais d'une station de ski qui ferme ou qui ne peut pas assurer son activité habituelle? Est-ce que j'organise par exemple un festival de musique électronique avec 200 000 personnes? Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée ça? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je livre de la neige? Est-ce que j'innove de façon intensive dans la conception de ski? Face au manque de licenciés, à la baisse, à la diminution de licenciés à la Fédération française de ski, est-ce que je fais appel à un consultant qui va me dire non mais en fait ce qu'il faut faire là c'est gérer vraiment la relation client, hein. C'est ça qui est le plus important. Il nous manque un outil de gestion là mais fondamental, c'est pas trop cher. Vous allez voir, ça va vous aider à gérer l'usager. Ou faut-il plus fondamentalement repenser nos rapports à ces pratiques, hein, finalement, qu'est-ce que ça veut dire faire du ski? Qu'est-ce que c'est dans l'Anthropocène, une station de ski? Comment les organisations, comment le ski coexiste avec des massifs qui sont de plus en plus vulnérables? Donc là, j'ai pris ce qui est cette image-là, j'ai utilisé un peu cette image-là pour illustrer un peu, est-ce qu'on doit forcer le possible? Je trouve une illustration là du forçage du possible, hein. On va dire, tant pis, on va en rajouter un petit peu quand même. C'est pas grave, on fera un peu de ski de cette manière-là. Il en reste encore un tout petit peu. On va vraiment attendre. Puis quand il n'y en aura plus, c'est pas grave parce qu'on va inventer des futurs désirables. Vraiment, est-ce qu'on peut inventer un futur désirable là sur la question du ski sans neige? C'est un peu la question que je vous pose. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'aborder cette question tous ensemble la semaine prochaine. Si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.